Bonjour à tous, alors à la demande de certains, on va faire un cours vidéo qui sera donc visible sur le site internet. Je vais essayer de vous présenter les grands enjeux du chapitre 6 en allant assez rapidement et malheureusement, si vous voulez poser des questions, vous ne pouvez pas, mais vous pouvez laisser des commentaires après la vidéo et je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. Donc, le chapitre 6 parle de la Troisième République, de l'instauration, on va dire, d'un nouveau régime, une république de plus dans ce 19e siècle qui en a déjà connu deux, éphémères, et qui oscille entre empire, monarchie, restauration, régime parlementaire, etc. et ne parvient pas à trouver sa place. Alors, ce qu'il faut retenir sur la mise en place en fait de cette Troisième République, c'est qu'elle est profondément liée à la guerre franco-prussienne. On est en 1870, vous vous souvenez, l'empereur Napoléon a été battu par les troupes prussiennes, il a été fait prisonnier à Sedan et ainsi il est obligé de capituler le 3 septembre 1870 à Sedan. Le 4 septembre, une Troisième République est donc votée, décidée par Léon Gambetta et on décide de continuer le combat. On va lever une armée de conscrits assez rapidement et puis on va remporter un certain nombre de succès, mais surtout beaucoup de défaites, beaucoup de revers militaires, d'autant que l'armée prussienne progresse à grands pas sur le territoire national. Elle assiège la ville de Paris, elle installe son état-major à Versailles, et rapidement, en fait, les Français sont obligés véritablement de capituler. Ils organisent des élections législatives le 8 février, et ce sont les monarchistes qui arrivent donc en tête de ces élections législatives. Ils doivent donc établir un gouvernement et ils vont nommer Adolphe Thiers, chef de l'exécutif, en fait, c'est-à-dire président de la République. Thiers négocie avec Bismarck et il va accepter toutes les conditions de la Prusse. On peut à ce moment-là parler de l'Allemagne, puisque vous vous souvenez, depuis le traité de Versailles, la Prusse a unifié les différentes nations allemandes dans ce qu'on appelle en fait la Grande Allemagne ou le Reich. On est ici sur un nouveau système qui s'inspire d'une tradition remontant à Charlemagne. Perte de l'Alsace, perte d'une partie de la Lorraine, versement d'une indemnité de guerre très importante, bref, les Français se retrouvent saignés à blanc avec ces conditions, mais c'est à ces conditions-là que l'armée prussienne lève le siège de Paris. Les royalistes, qui sont du coup au pouvoir, essayent tant bien que mal de mettre en place, on va dire, un système qui soit un système légal, mais certains aspirent à une restauration véritablement de la monarchie. Dans cette indécision et dans les provocations qui sont faites par les députés royalistes, notamment provocation d'installer l'Assemblée nationale à Versailles et non plus à Paris, la ville de Paris se soulève, c'est ce qu'on appelle la Commune, c'est-à-dire que des élections sont organisées à Paris et un gouvernement de démocratie directe est mis en place. Donc qu'est-ce que c'est que cette commune en fait? C'est tout simplement une utopie socialiste qui vise à faire en sorte que toutes les décisions soient prises de manière horizontale, avec des personnes issues du peuple, des ouvriers, aussi des intellectuels, des journalistes. Mais cette commune évidemment inquiète le gouvernement qui la décrète comme illégale et à la guerre franco-prussienne se succède une guerre civile. Deux partis sont alors formés. Le parti de la Commune, qu'on appelle les fédérés, les opposants les appellent les communards, mais il s'agit de la même chose. Et puis de l'autre côté, le gouvernement légal qui va être surnommé le gouvernement versaillais. C'est une guerre donc qui va surtout avoir lieu en Île-de-France et qui se termine par la semaine sanglante. Il va y avoir l'armée des Versaillais qui rentre dans la capitale et qui va fusiller un grand nombre de fédérés en représailles de cette commune de Paris. On dénombre à peu près 20 000 morts durant cette représaille donc, de l'armée versaillaise, donc de l'armée, on va dire, républicaine, mais à majorité monarchiste. Une fois que la commune est réprimée, les royalistes se divisent sur la politique à adopter. Est-ce qu'on restaure véritablement la monarchie? Si oui, qui est le roi? Et là, deux courants s'opposent, et ce sont encore en fait des courants qui s'opposent aujourd'hui dans le débat monarchique. On a d'un côté les légitimistes qui estiment que le comte de Chambord, qu'on appelle Henri V, qui est un descendant direct de Louis XVI, est
le plus à même de diriger le pays. C'est à lui que doit revenir légitimement la couronne. Et puis on a les orléanistes qui eux seraient plus pour une monarchie parlementaire et qui vont donc soutenir les descendants de Louis-Philippe. Bref, ils ne parviennent pas à se mettre d'accord et au final, il n'y aura pas eu de restauration de la monarchie. On va simplement mettre en place il va y avoir de nouveau des élections et c'est un président monarchiste, légitimiste qui est élu et qui s'appelle MacMahon. Ce président MacMahon donc est censé faire une sorte de synthèse entre les aspirations républicaines et monarchistes, mais il n'y parvient pas véritablement et il va être renversé en fait lors d'élections qui vont avoir lieu cette fois-ci en 1875. En 1875, on adopte une constitution de la Troisième République et cette constitution de la Troisième République de 1875 va entériner un certain nombre d'éléments et notamment la création d'un régime parlementaire. Alors, un régime parlementaire s'oppose à un régime présidentiel. Dans un régime parlementaire, c'est le Parlement, donc le pouvoir législatif, qui est le plus important et qui a un grand nombre de pouvoirs. Il peut révoquer évidemment les gouvernements, il peut donc aussi destituer, s'il le souhaite, le président de la République, il peut proposer des lois, bref, c'est l'organe central de la Troisième République et ça sera également l'organe central de la Quatrième République. À l'heure actuelle, nous ne sommes plus dans un régime parlementaire, on est dans un régime semi-présidentiel où les pouvoirs se sont équilibrés entre l'exécutif et le législatif. Quoi qu'il en soit, MacMahon va être balayé lors des suivantes législatives en 1879 et à partir de ce moment-là, évidemment, il va y avoir un gouvernement républicain beaucoup plus radical qui est mis en place derrière Jules Grévy. Donc Jules Grévy, c'est un républicain qui est athée, qui est anticlérical, qui est pour le respect à la fois des libertés individuelles, de la propriété privée, qui est également très attaché à la liberté de l'éducation, etc. Et les réformes mises en place par les républicains sous le gouvernement Grévy balayent toute idée d'une restauration monarchique à plus ou moins longue échelle. Derrière Grévy vont se joindre un certain nombre de républicains, ce qu'on appelle les modérés, qui sont favorables à une république forte, mais par le biais de réformes qui n'heurtent pas tellement les sensibilités des conservateurs. Les modérés, en fait, ce sont des calculateurs politiques qui ont envie que la république se mette en place, mais pas au prix de guerre civile ou de manifestations, comme ce qu'on a pu observer jusqu'à présent. Donc voilà pour ce premier cours. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les posez. J'ai dû aller assez rapidement, j'ai sans doute oublié des choses. Il y aura d'autres vidéos de ce genre-là pour compléter le chapitre 6. En attendant, bon confinement et n'hésitez pas à laisser des commentaires. À très bientôt.